Vanessa et Thierry m'ont demandé si je pouvais modérer cet événement ô combien important. Ayant beaucoup travaillé sur la Tchétchénie et continuant à travailler sur la Tchétchénie et ayant toujours aussi suivi les histoires ouïghours à travers le travail de collègues et puis à travers un colloque que nous avions organisé en 2015 ici même, un colloque international, le deuxième symposium international ouïghour à Bruxelles. Voilà, je suis très sensible à cette question et je pense que c'est absolument fondamental que notre université puisse organiser, même si c'est au pied levé et même si c'est dans cette petite salle, c'est très important que l'événement ait lieu et c'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité d'écoute et l'attention apportée à cette question, à la profondeur et à la force des témoignages que nous allons écouter. Je voudrais sans plus tarder donner la parole aux deux intervenants et initiateurs et co-organisateurs de l'événement, puisque sans votre énergie, sans votre ténacité, je crois que, étant donné les agendas et le débordement de la charge de travail permanente, c'est important de pouvoir s'arrêter et dire il faut organiser un événement sur ce thème, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, puisque c'est une initiative transversale qui est organisée par la communauté académique mondiale travaillant sur la question ouïghour. Il y a 15 universités qui tout de suite, alors aux États-Unis c'était peut-être cette nuit ou ça sera cette nuit, 15 universités dans le monde entier, dans 3 continents, 6 pays différents, de l'Australie aux États-Unis en passant par la Belgique, organisent donc un événement de soutien, de solidarité avec le peuple ouïghour qui est confronté à quelque chose d'indicible, sur lequel on va quand même essayer de mettre des mots, mais sur 9 millions d'Ouïghours, plus d'1 million, sur 11 millions, pardon, plus d'1 million se trouvent en camp dit de rééducation. Et je vais laisser tout de suite nos intervenants expliquer, décrire, analyser cette question-là. D'abord Thierry Kellner, qui est professeur en sciences politiques, membre du REPI, spécialiste de la Chine et du Xinjiang. Ah, il faudrait des chaises. Il y a celle-ci. Oui, il y en a une là. Juste là. Ah, est-ce qu'on peut éteindre? Alors moi maintenant... Ah, attends, je me déplace avec... J'ai éteint, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Donc Thierry Kellner travaille ici en sciences politiques, professeur spécialiste de la Chine et qui travaille depuis le Xinjiang depuis plus de 20 ans. Et ensuite Vanessa Frankville, spécialiste en études chinoises, littérature, langue et culture chinoise et qui est véritablement une des promotrices de la visibilité de la question ouïghour, qui a été à l'initiative d'une motion que l'ULB a adoptée il y a quelques mois en soutien à nos collègues chercheurs académiques ouïghours qui se trouvent incarcérés, dont certains ont disparu. Et donc voilà, je voudrais vraiment féliciter le travail que Vanessa mène sans relâche. C'est un travail au long cours, il ne faut jamais s'arrêter, ou en tout cas c'est important de semer des graines. Et merci à tous d'être ici. Encore bravo. Et immédiatement, je donne la parole à Thierry pour un exposé introductif d'une vingtaine de minutes maximum. Il y a des gens qui sont perdus. Tu peux commencer. Oui, ça va. Ah, j'ai juste, avant de te donner la parole, je vous demande juste de m'excuser. Je devrais partir impérativement à 15h30. Mais vous pourrez continuer après 15h30 sans moi. Mais c'est vraiment impératif. Donc voilà, je m'en excuse à l'avance. Que je dois mettre le micro, sinon on n'entend rien. Ah, okay, non, je crois qu'on va t'entendre sans micro. Oui, non, ça devrait aller, je pense. Mais oui. Voilà, allez, j'espère que ça va pas trop craquer. On va voir ça tout de suite. Ça va, ça marche? Ok. Ok, alors bonjour à tous. Désolé du retard, je viens d'une autre conférence, donc tout va bien. Hein, on n'est pas surbooké, c'est normal. Alors, moi j'ai préparé un exposé en fait sur le thème du processus de sécurisation de la question ouïghour en fait au Xinjiang, qui est un phénomène à mon avis au long cours. C'est pas quelque chose qui date de hier, il faut remonter déjà un certain nombre d'années. Donc la thèse principale de cette présentation, c'est qu'en fait la campagne de répression massive dont sont aujourd'hui victimes les Ouïghours, mais aussi d'autres populations donc, vivant au Xinjiang, notamment les Kazakhs, les Kirghizes, et de plus en plus par, je dirais, effet collatéral, même les musulmans chinois, les Huizu,
qui était pourtant dès le départ considérée comme une sorte de minorité modèle en Chine, hein, un peu les chouchous du régime. Cette campagne de répression, en fait, n'est que le dernier avatar paroxystique, si on veut, d'un processus de sécurisation donc, de la question ethnique au Xinjiang, donc depuis, en tout cas, je pense, au moins à la fin des années 80, le tout début des années 90. Et qui aboutit aujourd'hui donc à une impasse pour le gouvernement chinois qui est caractérisée par un dilemme d'insécurité, je veux dire, à propos duquel Pékin ne voit d'autre sortie que la fuite en avant, à travers donc la mise en place d'une société d'hypersurveillance donc au Xinjiang, qui se matérialise aujourd'hui bon, par ces camps d'internement, dont Vanessa, je pense, va vous parler un peu plus en détail, avec l'objectif final, me semble-t-il, de simplement assimiler purement et simplement donc, cette minorité ethnique à la Chine. Donc ça c'est le minimum, peut-être même aller plus loin, ça on ne sait pas. On verra. Donc le plan de l'exposé, c'est d'abord, je vais vous rappeler c'est quoi la sécurisation, très, très rapidement, parce que c'est un concept, je pense, que tout le monde ne maîtrise pas. Ensuite, je vais surtout vous donner des repères chronologiques pour vous montrer que finalement, ce qui se passe aujourd'hui au Xinjiang, ça remonte quand même à loin, hein, si on veut. Et ensuite, bien, je conclurai donc sur justement ce dilemme d'insécurité au Xinjiang et la fuite en avant sécuritaire, donc vers cette société d'hypersurveillance au service de l'assimilation de la population ouïghour, en fait. Donc d'abord, c'est quoi la sécurisation ? Donc c'est une théorie qui est issue de l'école de Copenhague, hein, donc des études de sécurité, des études de critique de sécurité. Pour faire simple, je dirais qu'il faut 3 étapes dans la sécurisation. La première étape consiste à construire la menace. On va construire une menace en désignant dans le discours, donc l'autorité légitime va à travers son discours désigner un objet ou un problème comme étant une menace. Donc, on va transformer ce problème en une menace existentielle pesant sur la sécurité de la nation. Donc, en l'occurrence, ici, on a l'État parti communiste chinois donc, et ses relais, donc notamment le relais provincial du Xinjiang, qui vont créer donc, cette menace discours par cette menace ouïghour par le discours. Donc, ça se fait à travers une répétition d'actes de langage. On dit que les Ouïghours sont une menace pour la sécurité, on dit qu'il y a un danger qui vient de cette communauté, et en fait, le fait de dire, c'est un acte de langage performatif. On va en fait, quand on dit, on fait, quand on dit, on crée finalement cette menace. Et en énonçant la menace, l'acteur légitime va la créer, va lui donner vie, va l'animer en quelque sorte. Et c'est un processus que l'on peut, qu'on a rencontré très rapidement, vous allez voir, au Xinjiang, dès les années, alors on pourrait remonter évidemment à l'époque maoïste, mais à l'époque plus proche, dès les années 80 et surtout à partir du tout début des années 90. Donc ça, on construit la menace par le discours. Vous retenez ça, c'est la première chose. Parallèlement à cette construction de la menace par le discours, on a l'adoption de mesures de contrôle et de répression. Ce sont deux choses qui vont en parallèle en fait. On adopte un volet sécuritaire exceptionnel avec une législation qui devient spécifique, avec des mesures de contrôle et de répression qui deviennent de plus en plus invasives. On a tout un éventail de mesures de police, de mesures de propagande dans les médias, etc., qui en fait sont destinées pour répondre en fait à la menace. C'est ce que en tout cas les autorités disent. Alors, pour qu'il y ait une sécurisation réussie, il faut encore qu'il y ait acceptation de ce discours par l'audience à qui il est adressé. C'est-à-dire que les personnes à qui s'adresse ce discours de menace acceptent ce discours en disant « mais oui, finalement, c'est vrai, il y a une menace ». Donc ça, on peut le voir et on le verra à travers, par exemple, ce que les Han pensent eux-mêmes des Ouïghours. Donc il y a l'audience par rapport à cette construction de la menace au Xinjiang, elle est à la fois interne, donc elle s'adresse à la population chinoise, aux Han, mais de plus en plus, elle s'adresse aussi à l'international. Il y a une stratégie de diffuser ce discours de menace ouïghour à l'international, en fait, de la part du gouvernement chinois. Ce qui permet de passer à mon deuxième point, qui est donc un bref rappel chronologique de ce processus, en fait, de sécurisation
au long cours qui s'est mise en place au Xinjiang. Donc évidemment, je ne peux pas entrer dans le détail de tout ce qui s'est fait au Xinjiang depuis 30 ou 40 ans. Simplement, je vais vous donner des gros repères chronologiques qui vont vous permettre de comprendre un petit peu les étapes qui ont été franchies et alors de les replacer en contexte. Parce que le contexte, parfois, a fourni, si vous voulez, une excuse supplémentaire ou une occasion, une opportunité de pouvoir renforcer des mesures sécuritaires, en fait. Donc, quelques dates clés, donc plutôt que de m'arrêter, je dirais, sur toutes les mesures qui ont été prises, parce que ça, c'est assez bien documenté. Si ça vous intéresse, il y a des rapports entiers d'Amnesty International, ou de Human Rights Watch, ou de Human Rights in China, ou de l'UNPO, ou du World Uyghur Congress, enfin toute une série d'institutions qui ont fait le détail de toutes ces mesures. Donc moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la chronologie, comment est-ce que les choses se sont mises en place. Donc je pense que la première chose, le premier incident qui, à mon avis, crée vraiment dans le chef des autorités chinoises, donc l'idée qu'il y a une menace au Xinjiang et qu'il faut vraiment lutter contre ce qui se passe dans cette région, c'est l'incident de Baren. Donc c'est une petite bourgade qui était située pas très loin de Kashgar, où on est là en 1990, on a tout à coup une mini-révolte des gens qui surgissent avec des affrontements qui à l'époque sont qualifiés d'émeutes contre-révolutionnaires. Ce qui est intéressant, c'est que à cette occasion, donc les autorités du Xinjiang sont confrontées à un groupe qui est quand même armé. Il y a des gens qui disposent d'armes, on ne sait pas très bien comment ils les ont eues, mais en tout cas ils ont des armes. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte. Parce qu'on est en 1990. 1990, vous savez que la Chine est en 1990 un État qui est relativement isolé, parce que vous avez eu 1989 avant, Tiananmen, etc. Donc sa position internationale est un peu problématique. Le Xinjiang, c'est une province qui est située juste à côté de l'Afghanistan. Or, en Afghanistan, on vient d'avoir un retrait des forces soviétiques. Elles se sont retirées en 1988, un petit peu, je dirais, dans une situation de défaite. On a tout un discours sur la victoire des Moudjahidines. Les Moudjahidines ont chassé quelque part la puissance, l'Union soviétique. Donc tout ça effraie évidemment Pékin, et l'effraie d'autant plus que si vous regardez ce qui se passe dans le bloc de l'Est, c'est le moment où ce bloc est en train de s'effondrer, les pays d'Europe centrale et orientale se détachent complètement de l'Union soviétique, et très vite l'Union soviétique elle-même va disparaître, puisqu'en 1991 elle disparaît, et on a la formation de nouveaux États en Asie centrale, qui sont des États musulmans, des républiques centra-asiatiques, avec parfois des populations qu'on retrouve au Xinjiang aussi. Donc vous avez un contexte qui est un petit peu compliqué pour la Chine, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un discours de sécurité, de menace, qui se construit avec très rapidement des tournées, par exemple, des hauts responsables comme Jiang Zemin, qui est allé à l'été 1990, il était au Xinjiang, et qui a désigné nommément, elle a dit, le séparatisme ethnique est la plus grande menace qui pèse sur le Xinjiang. Et à partir de ce moment-là, vous avez tous les médias qui se mettent à dénoncer le séparatisme ethnique des Ouïghours. Donc c'est quelque chose qui commence à entrer vraiment dans la propagande. Et parallèlement à ça, les activités religieuses. Les activités religieuses illégales, en même temps, sont aussi placées sur le même plan, disons c'est aussi une menace pour notre sécurité, pour l'intégration nationale finalement de la Chine. Donc à partir de ce mois donc de cet été 1990, on a donc ce discours sur le séparatisme, ce discours sur les activités donc religieuses illégales qui se développent et qui sont suivis directement sur le terrain par l'adoption de mesures. Il y a des mesures de contrôle, on surveille beaucoup plus les mosquées, les imams, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais sachez qu'en parallèle au discours, on a des mesures qui sont adoptées. Et ces mesures vont se renforcer au Xinjiang pendant les années 90, à travers des grandes campagnes qu'on appelle les campagnes frapper fort, Yenda. On frappe fort, et au Xinjiang, alors partout en Chine il y a ces campagnes, mais ces campagnes, elles s'intéressent surtout aux criminels en fait, à la criminalité, comment dirais-je, de droit commun. Mais au Xinjiang, elle prend une coloration très rapidement, je dirais, qui vise les activités qui sont considérées comme étant des activités relevant du séparatisme, ou du séparatisme ethnique, ou des questions religieuses illégales. Donc il y a tout de suite cette coloration un peu ethnique qui apparaît dans les campagnes Yenda. L'étape suivante, après cette première étape de 1990 avec ses continuités, je pense que c'est 1996, parce qu'en 1996, on a la Chine qui commence à discuter avec les républiques d'Asie centrale.
ses voisins, à l'intérieur de ce qu'on appelait à l'époque le groupe de Shanghai, qui va devenir l'Organisation de coopération de Shanghai en 2001. Et ça, c'est une étape qui est intéressante parce que la Chine répand à l'intérieur de cette structure le discours sur ce qu'elle appelle les trois fléaux, que sont, donc dans l'ordre, le séparatisme, le fondamentalisme religieux et le terrorisme. Vous allez voir que cet ordre va changer à partir de 2001. En 2001, on va commencer à parler du terrorisme d'abord. Donc il y a, même dans les mots, vous voyez que les choses évoluent. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement le discours se répand à travers cette structure donc multilatérale à l'étranger, donc l'audience s'élargit, c'est plus seulement en interne, mais c'est aussi les voisins. Et en plus, la Chine va obtenir, comment dirais-je, de ses voisins de la coopération. Les voisins centra-asiatiques vont commencer à coopérer avec la Chine contre ces menaces, c'est-à-dire contre la minorité ethnique ouïghour en Chine. Éviter que cette minorité ouïghour ne trouve du soutien au Kazakhstan, ne trouve du soutien au Kyrgyzstan, ne trouve du soutien ailleurs. Donc l'audience, si vous voulez, du discours de sécurisation, il a été élargi à la région. C'est plus seulement à l'interne, enfin le Xinjiang, c'est vraiment toute la zone centra-asiatique qui commence à en entendre parler, et au fur et à mesure des années qui passent, la Chine va étendre ce discours au-delà même des républiques centra-asiatiques. On va l'étendre en Afghanistan, on va l'étendre au Pakistan, au Népal, à des États en Asie du Sud-Est, par exemple, avec une recherche de coopération contre les Ouïghours en Thaïlande ou au Cambodge ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des étapes assez intéressantes parce que l'idée, c'est vraiment d'isoler la minorité ouïghour et de lui couper tout soutien finalement international qu'elle pourrait avoir. En 1997, il se passe aussi quelque chose dont on doit parler, c'est l'incident de Huzhia Yining, donc ça c'est dans une ville. Là, il y a une répression qui est extrêmement brutale, on a des dizaines, voire des centaines de morts, on n'a pas un bilan qui est vraiment complet. C'est un événement qui est extrêmement traumatisant, on le fait dans la diaspora ouïghour tous les ans, on commémore en fait. On ne le fait pas, on commémore en fait, donc cet incident qui est un peu créateur, parce qu'il y a vraiment une répression qui était très forte. Une autre chose qui a aussi fortement inquiété la Chine et qui l'a amené à renforcer donc non seulement son discours sur le danger, mais aussi ses mesures de répression, c'est la guerre au Kosovo. Ça, c'est quelque chose qui est passé complètement sous les radars, mais à partir du moment où on a la guerre au Kosovo, on a une Chine, enfin Pékin, est très inquiète d'une intervention humanitaire qui s'est passée contre un État communiste pour des questions de droits de l'homme. Et là, on imagine à Pékin des scénarios qui pourraient se construire à, voilà, on a un problème au Tibet ou on a un problème au Xinjiang. Peut-être les Occidentaux, les Américains vont utiliser l'excuse pour intervenir chez nous. Et donc là on voit que rapidement, Pékin renforce en interne son contrôle sur la province du Xinjiang et aussi essaye de renforcer la coopération avec son voisinage, notamment à l'intérieur de l'Organisation de coopération de Shanghai, en créant ce qu'ils ont appelé le groupe de Bishkek, qui est une coopération en matière de sécurité publique, donc échange d'informations entre services de renseignement, etc. Tout ça dirigé contre les séparatistes, alors dans le chef de Pékin, c'est les séparatistes ouïghours, les fondamentalistes religieux qui sont aussi ouïghours, et les terroristes qui bien sûr sont aussi ouïghours, donc dans la vision chinoise. Étape suivante, 2001. 2001, c'est le 11 septembre. C'est la guerre contre le terrorisme qui est lancée par l'administration Bush. Alors, vous allez me dire que ça ne touche pas fondamentalement la Chine, mais si, parce que ça va offrir une merveilleuse occasion à Pékin de pouvoir dire « mais moi aussi, comme vous, Américains, je suis une victime du terrorisme international. D'ailleurs, regardez, il y a des liens directs entre ces Ouïghours et Al-Qaïda. Il y a des camps d'entraînement en Afghanistan, etc. Donc, quand je vous demande de lutter avec moi contre cette menace, il faut inscrire tel ou tel mouvement ouïghour sur la liste terroriste. Et c'est ce qui va arriver, puisqu'on a un mouvement qui s'appelle les TIM, qui va être inscrit sur une liste donc, de groupes terroristes dénoncés par les États-Unis, alors qu'avant 2001, quasiment personne au monde n'avait jamais entendu parler de l'ETIM, en fait. Quant à sa capacité opérationnelle en Chine, sur le territoire même du Xinjiang, ça reste quelque chose qui est discuté jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais ça permet à la Chine d'étendre à nouveau son discours de sécurisation en s'inscrivant dans la guerre contre le terrorisme, en faisant l'association. Alors, il parle des terroristes du Turkestan oriental et ils mettent dans la même boîte quasiment tout le monde, puisqu'ils essayent de faire entrer dans ces réseaux du djihadisme international, y compris le Congrès mondial ouïghour, par exemple. Donc ça, c'est un discours qui était vraiment tout à fait construit de cette manière-là.
avec un succès qui est bon, relatif, puisqu'on voit bien que les États occidentaux, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont quand même hésité vraiment à coopérer avec Pékin sur ces questions-là. Mais ailleurs dans le monde, il y a des États qui ont coopéré de plus en plus avec la Chine au nom de la guerre contre le terrorisme, pour rapatrier par exemple des Ouïghours directement au Xinjiang ou des choses comme ça. L'événement suivant, donc on se rapproche, on est en 2009, c'est à Urumqi. C'est les incidents d'Urumqi. Donc on a eu une émeute interethnique qui a commencé par une manifestation de protestation donc organisée par les Ouïghours parce qu'on avait eu le lynchage d'ouvriers ouïghours sur la côte, qui travaillaient dans une usine sur la côte en Chine. Tout ça avait été filmé sur comment dirais-je, un téléphone portable, diffusé sur Internet. Évidemment, ça a choqué au Xinjiang parce qu'on a eu l'impression que les auteurs de ce lynchage, qui étaient des Han, n'étaient pas poursuivis. Et donc on a une manifestation de protestation qui tourne mal et qui vire à l'émeute interethnique, qui est réprimée par la police. Et le lendemain, en représailles, on a des groupes de vigilants Han qui descendent dans les quartiers ouïghours d'Urumqi et qui ratonnent en fait. Alors là, on ne sait pas le nombre de victimes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était un incident traumatisant, aussi bien du côté des Han que du côté des Ouïghours, parce qu'à partir de là, vous avez vraiment une fracture encore plus profonde entre les deux groupes à l'intérieur du Xinjiang. Les mesures, je dirais, de contrôle, etc., sont devenues encore beaucoup plus draconiennes, avec patrouilles de police, déploiement militaire, patrouilles de nuit, fouilles des quartiers ouïghours, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. L'Internet qui est coupé pendant des mois, puisqu'il sera rétabli qu'au mois de mai 2010, donc pratiquement 6 mois plus tard, donc pour être sûr qu'on a bien eu le temps de quadriller correctement toute la ville d'Urumqi. N'oublions pas qu'Urumqi est une ville à 90% Han quand même, parce que ça on a toujours tendance à l'oublier. Donc la répression va se renforcer, la zone est interdite aux journalistes évidemment, un personnel donc, de sécurité est déployé et puis ensuite on aura des arrestations, des procès avec condamnation à mort, mais uniquement du côté ouïghour, quasiment pas de condamnation à mort de Han pour les activités de représailles qui ont été menées donc, le lendemain de l'émeute interethnique d'Urumqi. On va aussi commencer à déployer donc, un système de surveillance par caméra à partir de ces événements-là, donc à peu près 40 000 caméras de surveillance qui sont déployées à l'époque. Donc là, on est en 2009-2010, pour assurer donc la sécurité entre guillemets dans les lieux publics. Donc la rupture est profonde, d'autant plus que la question du Xinjiang s'internationalise à ce moment-là, parce qu'on a quand même, pour peut-être la première fois, une prise de parole au niveau international, par rapport à la répression qui s'exerce et qui est quand même assez forte. On a notamment donc, l'organisation de la coopération islamique qui va en discuter un petit peu, et surtout le gouvernement turc, par je veux dire, la voix de M. Erdogan, qui va prendre position en dénonçant, comment dirais-je, les mesures de rétorsion qui sont prises à l'égard des Ouïghours. Et ça internationalise la question du Xinjiang. Et donc, dans le chef de Pékin, ça rend la question encore plus dangereuse. Et donc, évidemment, on resserre une fois de plus les boulons. Alors, comment est-ce qu'on va resserrer les boulons? On va resserrer les boulons surtout à partir, je dirais, de l'arrivée au pouvoir, enfin, de l'arrivée à la tête du Xinjiang d'un gouverneur qui s'appelle M. Chen Quanguo, qui est l'ancien gouverneur donc, du Tibet, qui avait déjà déployé donc, des mesures de surveillance draconiennes au Tibet, et qui va appliquer ces mesures au Xinjiang et va les renforcer encore plus. Donc là, on a vraiment aujourd'hui, bon, si ça vous intéresse, il y a toute une littérature sur toutes les mesures de surveillance par caméra, par mise en place de postes de police tous les 500 mètres, par des patrouilles, des contrôles d'identité inopinés, enfin toute une série de choses. Enfin, c'est vraiment concentrationnaire en fait, hein, pratiquement pour la population. Donc tout ça se met en place à partir, je dirais, des années 2016-2017, avec comment dirais-je, la dernière étape qui va être donc cette étape d'enfermement des Ouïghours dans des camps, alors à ce moment-là, des camps donc, de rééducation, mais qui ne s'appellent pas comme ça, évidemment, on les appelle internats, on dit que ce sont des internats, hein, donc c'est dans le discours, évidemment, il y a une novlangue. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez ce qui se passe en Chine, vous avez des événements qui sont parfois extrêmement violents en Chine, qui se passent dans d'autres provinces, dont comment dirais-je, les personnes qui ont commis ces actes sont des Han. Jamais on vous parle de terrorisme.
j'ai relevé quand même quelques exemples de gens, des choses qui se sont passées très graves. Par exemple, on a eu des explosions au siège du Parti communiste à Taïwan en 2013. On a un homme qui essaye de se faire sauter à l'aéroport de Pékin en 2013. Ou en 2017, on a une attaque à la bombe qui est perpétrée dans un jardin d'enfants à Suzhou. Les gens qui ont perpétré ça sont des Han. Ça, c'est des fous. Quand ce sont des Ouïghours, c'est des terroristes. C'est là que vous voyez évidemment cette politique, ce framing, donc l'idée que l'on va dresser un portrait ou que l'on va accoler directement l'étiquette terroriste parce que justement ce sont des personnes qui appartiennent à un groupe ethnique. Ça fait vraiment tout à fait partie du discours de sécurisation. Alors est-ce que ce discours est accepté? Ça c'est la troisième étape. Donc là on a un petit peu toutes les étapes. Je n'ai pas détaillé toutes les mesures qui sont prises, mais il y a beaucoup de choses que vous pourrez retrouver, mais est-ce que c'est accepté par la population? Est-ce que la troisième étape de la sécurisation fonctionne? Est-ce que l'audience est d'accord avec ça? Alors évidemment, c'est difficile de le dire parce qu'on n'a pas de sondage d'opinion en Chine. On ne sait pas est-ce que les Han sont contents, etc. Mais on a quand même une série d'indices qui nous montrent que, ben oui, la population est quand même assez d'accord et suit le discours officiel qui consiste à dire que cette population ouïghour, ce sont des terroristes. Alors comment est-ce que je peux vous dire ça? Ben, par exemple, le gouvernement chinois n'a eu aucune difficulté à trouver près de 1 million de Han pour aller dans les familles ouïghours, donner la bonne parole du gouvernement s'installant pour quelques jours, voire quelques semaines, vivant vraiment à l'intérieur des familles. Ça, c'est quelque chose qui montre que les gens ont l'impression qu'ils ont une mission et que donc le discours du gouvernement est tout à fait correct, il faut qu'on s'installe chez ces gens, on va les rééduquer. Autre facteur, on a un discours sur l'islamophobie. Enfin, l'islamophobie est quelque chose qui se développe très fort en Chine, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. C'est un discours qui existait très peu avant et qui maintenant est tout à fait prégnant. Donc on a quelques indices quand même qui nous montrent que, évidemment, le discours, malheureusement, est accepté. Alors, j'aurai encore plein de choses à vous dire. Est-ce qu'on a des... Oui, je vais conclure. Est-ce qu'on peut sortir de cette impasse aujourd'hui? C'est-à-dire le fait que les autorités n'ont l'impression qu'il n'y a que les mesures de sécurité de plus en plus fortes et que même ces mesures de sécurité n'ont pas fonctionné au point qu'il faut enfermer tout le monde dans des camps. Du côté ouïghour, les gens se sentent de plus en plus agressés, donc plus l'État les agresse, plus la réaction un jour ou l'autre sera forte. Là aussi, il faut quand même être clair. Donc, est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de sortir de cette impasse parce qu'on a une véritable surdité des autorités chinoises. Ils sont sourds aux revendications, je dirais même minimales, et aux vrais griefs de la population ouïghour. Ils sont aussi assez sourds aux critiques qui viennent de l'étranger. Même quand ça vient des Nations Unies, même quand ça vient d'un certain nombre de... Ils n'écoutent absolument rien du tout. Au contraire, ils organisent une contre-propagande. Ils font vraiment... Enfin, il y a une campagne de propagande aujourd'hui qui consiste à démonter le discours occidental ou des institutions qui travaillent sur les droits de l'homme en disant que ce sont des fake news, que ce ne sont pas des camps d'internement, que ce sont des internats, qu'on y apprend un métier. On organise des visites avec des diplomates, bien sûr sélectionnés de pays qui ne sont pas des pays occidentaux, mais qui sont des pays qui sont relativement proches de la Chine pour aller leur montrer des villages Potemkin, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc cette surdité, évidemment, est problématique. Il n'y a pas de remise en cause du bien fondé de cette politique. Il y a très peu de canaux de communication donc, avec les Ouïghours, comme le montre le cas par exemple de Ilham Tohti, qui était quand même une figure très modérée, avec qui on pouvait discuter, etc., et qui est condamné aujourd'hui donc à la prison à vie. Il faut savoir qu'en plus, il y a des facteurs qui sont aggravants. Il y a une pression de la population Han elle-même dans la région pour que cette politique continue, parce qu'eux considèrent que ça fonctionne. Il n'y a pas eu d'attentat, entre guillemets, donc c'est que ça marche. Vous avez ce discours-là. Au niveau international, il ne faut pas oublier qu'on a finalement très peu de voix qui s'élèvent pour prendre la défense des Ouïghours, même dans les États musulmans. Il y a un silence assourdissant. On a le prince d'Arabie Saoudite là, qui était en Chine il n'y a pas longtemps, il n'a pas dit une virgule sur la question de Xinjiang. Au contraire, il a dit que la politique de Pékin était, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Le seul qui s'est exprimé, c'est le président turc Erdogan et le ministre des Affaires étrangères turc, avec déjà des conséquences pour la Turquie parce qu'il y a des représailles de Pékin. Il y a des représailles par exemple sous forme de limiter le nombre de touristes chinois.
en disant ah ben oui, la Turquie finalement est un pays qui n'est pas si sûr que ça, donc on vous déconseille d'aller en vacances en Turquie. Donc on ferme la vanne du tourisme. Voilà, ça c'est une façon de faire des représailles. N'oublions pas non plus que la province du Xinjiang est une province clé dans le cadre du programme Belt and Road, qui est vraiment la pièce centrale de, comment dirais-je, de la politique étrangère de Xi Jinping. Donc ça aussi, si vous voulez développer Belt and Road correctement, il vous faut une province du Xinjiang qui soit stable, sûre, et donc ça n'incite pas évidemment à changer de politique. Le contexte international, je dirais, est peu favorable aux Ouïghours, puisque un grand nombre d'États aujourd'hui sont très proches de Pékin, parce qu'ils ont besoin de la Chine, soit pour des questions économiques, soit pour des questions financières. Donc jamais sans doute les Ouïghours n'ont été aussi écrasés par le gouvernement chinois qu'ils ne le sont aujourd'hui. Leur voix est très peu audible, je dirais, sur la scène internationale, et c'est pourquoi je pense que cet événement aujourd'hui est particulièrement important. Et je vous remercie donc de votre présence et surtout de votre patience par rapport à mon exposé. Merci. Merci beaucoup Thierry pour cette introduction qui est très éclairante. En écoutant, je me disais ce que j'avais déjà pu constater à plusieurs reprises, mais que à bien des égards, on pourrait remplacer le mot Pékin par le mot Moscou, le mot Ouïghour par le mot Tchétchène, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des similitudes dans cette politique de sécurisation avec la construction de la menace, de l'ennemi et le caractère performatif du discours. Tu as même utilisé l'expression Potemkin, village Potemkin pour les camps. On peut penser au camp tchétchène de Tcherno-Kosovo avec les délégations aussi de parlementaires, d'observateurs. C'est une cellule bien fraîchement peinte et que l'on mettait en présence de détenus qui avaient été exceptionnellement nourris correctement. Enfin, voilà, donc on retrouve évidemment un certain nombre de parallèles. C'est en tout cas extrêmement intéressant que tu aies pu rappeler historiquement l'évolution. J'ai oublié tout à l'heure de préciser que la séance est filmée, mais seuls les intervenants sont filmés. Voilà. Je tiens absolument à le préciser. Et je vais immédiatement donner la parole à Vanessa Franqueville, donc professeure spécialiste d'études chinoises en littérature, langue et culture, membre de IST, fondatrice de IST et du laboratoire Philixte à la faculté Lettres, Traduction, Communication. Je te laisse la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là. C'est un événement important, on a cessé de le répéter. Il faut continuer à en parler, il faut surtout continuer à écouter. Parce qu'il peut y avoir une lassitude aussi à entendre toutes les horreurs qu'on entend. Et pourtant, c'est nécessaire. Donc merci beaucoup d'être ici. Moi, je voulais vous parler plus précisément des camps et de ce qu'on en sait un peu. Je commence par cette photo qui est une photo qu'on a extrait d'archives internet du compte WeChat. WeChat, c'est le logiciel un peu équivalent à WhatsApp ou à Facebook si vous voulez en Chine, puisque WhatsApp et Facebook sont interdits. Donc WeChat, c'est ce logiciel qui est utilisé par presque toute la Chine, y compris certaines autorités comme celle ici, qui ont publié donc cette photo dans la région de Khotan, qui est une région au sud de la région ouïghour, où on voit donc des centaines d'hommes habillés de la même façon, assis exactement dans la même position de soumission, les mains sur les cuisses, dans une position qui a l'air assez inconfortable, les cheveux visiblement en partie rasés, avec un air de contrition assez flagrant. Et donc ça, c'est en 2017, en avril 2017, la façon dont, en interne, pour le public domestique, on présente les camps. Vous voyez également tous ces barbelés qui entourent cette sorte de plaine sur laquelle se trouvent tous ces hommes. Si on regarde plus en détail et qu'on fait des zooms, on voit des caméras de surveillance un peu partout et on peut apercevoir aussi au fond, debout, des gardes qui se trouvent ici et qui encadrent l'ensemble des détenus. Ou des étudiants, ou des élèves, si on considère que c'est des internats, mais soyons un petit peu honnêtes, ça ne ressemble pas du tout à une école, ou en tout cas, moi, j'aurais pas aimé y aller. C'est une photo qui a été supprimée du compte WeChat, et le nombre de photos supprimées des comptes WeChat de ce type est très important.
Ceci dit, vous savez que quand vous postez quelque chose sur Internet, c'est là-bas à vie, hein, à peu près. Il y a des logiciels qui permettent d'aller récupérer des archives postées bien avant. Et c'est un travail qu'ont fait les chercheurs, c'est d'aller repêcher des images qui représentaient ces camps avant que cela devienne un problème international. Donc voici également des images satellites qui ont été prises ici par la BBC avec l'aide d'un chercheur qui est chinois, fort courageux, parce qu'il est Han, basé au Canada. Images satellites qui montrent que ce lieu, à 1 heure à peu près de la capitale Urumqi, donc la capitale de la région, Tapanchang, était un lieu à peu près désert. Il y avait quelques constructions éparses en juillet 2015. Et lorsqu'on compare avec des images prises en 2018, on voit un camp absolument massif, dont on estime qu'il est sans doute le plus grand centre de détention ou le plus grand camp du monde. Vous voyez sur l'échelle 100 mètres, on peut estimer qu'on n'est pas loin d'1 kilomètre. Et on estime qu'il doit pouvoir contenir au moins 11 000 personnes et possiblement jusqu'à 100 000 personnes si on suit les témoignages qu'on a reçus et que je vais vous montrer dans un instant, qui témoignent de plus de 60 prisonniers dans une même salle d'à peu près la moitié de cette taille. Donc entre potentiellement 11 000 et 100 000 personnes qui peuvent être dans un camp comme celui-ci. Et les images satellites qui ont été prises dans l'ensemble de la région ont permis de dénombrer environ 180 camps, ou en tout cas ce qu'on pense être 180 camps. Ce sont évidemment des données qui ont été recoupées et qui se basent également sur des chiffres qu'on a des dépenses militaires faites pour la région. Donc il y a un recoupement des appels d'offres, d'une part pour des constructions dans ces régions, du budget qui a été investi dans ces constructions et dans l'armement, et puis les images satellites qui permettent de faire des estimations. On en est là puisque la Chine ne nous donne pas de chiffres, la Chine ne nous laisse pas visiter en dehors de camps qui sont évidemment des camps modèles, et la Chine ne nous permet pas de rencontrer les Ouïghours qui peuvent témoigner de l'absence de membres de leur famille qui ont été emmenés du jour au lendemain, probablement dans des camps. Sont-ils toujours vivants? Sont-ils décédés? On ne sait pas non plus. Une autre image qui est une image d'un média local dans la région de Kashgar, qui est aussi au sud de la région ouïghour. C'est certainement dans le sud qu'on va trouver les images les plus diffusées, parce que la menace, elle vient d'abord du sud dans le discours chinois, même si les camps sont aujourd'hui dans toute la région, y compris et surtout, j'ai envie de dire, au nord où les zones pétrolières se trouvent, bizarrement. Donc ici c'est un média local, je n'ai pas la date, je sais que c'est un média local parce que vous voyez en bas c'est écrit Zhongguo Hashewang, donc c'est le site de la ville de Kashgar en Chine. Et donc c'est une image d'un camp où des personnes, visiblement essentiellement des hommes, sont en train d'étudier dans des conditions assez inédites. Vous voyez ce grillage qui apparaît avec cette porte où on a l'impression d'être plutôt dans une station de police locale que vraiment dans une école. Donc ça aussi c'est une image qui a disparu, qu'on a retrouvée, et vous voyez en fond un slogan qui dit que des jours meilleurs ou des bons jours vont émerger des bonnes politiques du parti. Voilà, c'est écrit en ouïghour, c'est écrit en chinois, donc ce qui donne aussi une idée un peu de ce qu'on voit à l'intérieur. On a aussi beaucoup d'autres images qui ont été fournies par d'autres médias comme Bitter Winter, qui a pu, grâce à des contacts internes, parce que la résistance existe, elle est fortement réprimée si elle est découverte, mais elle existe, qui a réussi, donc cette équipe de journalistes, à rentrer dans des camps, un camp qui est vide,
Alors, est-ce qu'il est vide parce qu'il a été déserté, parce qu'on sait qu'il y a des transferts de détenus vers d'autres régions en ce moment, ou est-ce qu'il était vide parce qu'il n'était pas encore occupé? Ça, on ne sait pas. Et donc on voit des cellules toutes petites, des pièces qui ressemblent à tout sauf à des salles de classe, avec des caméras de surveillance partout, avec des barreaux à toutes les fenêtres et avec des grillages de partout. Donc c'est l'image qu'on connaît quand on va creuser sur le site, sur les sites web chinois. Images qui ont été systématiquement retirées pour faire place à ça. Donc un petit rappel, on a des images de camps qui ont déjà été implémentés dès 2014. Il y a des chercheurs qui, par hasard, ont pris des images, ont pris des photos de lieux parce qu'ils étaient remplis de propagande et que ça les intéressait et qui, plus tard, ont réalisé que c'était des camps. C'était écrit « camp ». Camp de concentration, c'est le terme chinois de base. Donc on sait que depuis 2014, ça s'implémente au fur et à mesure. Mais on sait aussi que c'est surtout depuis 2017-2018 que ces camps se sont multipliés et que les arrestations et les détentions arbitraires n'ont cessé. En août 2018, ce qui a déclenché vraiment l'affaire internationale, c'est que l'ONU a exprimé ses concerns, ses préoccupations, suite à des rapports émis par plusieurs organismes qui parlaient déjà de plusieurs centaines de milliers de détenus dans des conditions inconnues et sans procès légal. Août 2018. Août 2018, la Chine, présente à l'ONU à Genève, répond « c'est faux, il n'existe pas de camp ». Un mois plus tard, la Chine dit « ah, oui, vous voulez parler des écoles ? Vous voulez parler des centres d'éducation? Oui, c'est vrai. Bon, alors on va vous montrer comment ça se passe. » Et donc on nous montre des images, on a un petit reportage d'une douzaine de minutes, produit par CCTV, je crois 13, et qui va nous montrer ce que sont ces camps qui, entre-temps, sont légalisés par une loi rétroactive produite sur le moment. C'est-à-dire que lorsque l'ONU a annoncé ses préoccupations, un de ces critères, c'était sur quelle base légale enfermez-vous ces gens? Il n'y avait pas de base légale. 2 mois plus tard, il y a une loi qui sort et qui est rétroactive, qui arrange bien tout le monde et qui permet de dire à la Chine, si, ok, bon, ils ont menti, ils ont dit qu'il n'y avait pas de camp, mais ok, il y a des camps et regardez, on a même une loi qui les encadre. Bon. Donc voici ce qu'on nous montre, des étudiants, hommes et femmes mêlés, ce qui correspond très peu au témoignage qu'on a, où en général la séparation homme-femme par genre est très importante et relatée systématiquement. Mais ici nous avons des jeunes gens qui ont dans la vingtaine, tout au plus la trentaine, mais ici on nous présente plutôt des jeunes de 20 ans, dont on nous dit qu'ils sont peu éduqués, dont on nous dit qu'ils parlent très mal chinois, qu'ils n'ont pas de diplôme, qu'ils sont sans métier, qu'ils sont oisifs, qu'ils se droguent, qu'ils ont des pensées arriérées et illégales et qu'ils ont des tentations pour le terrorisme, pour l'extrémisme religieux. On fait témoigner devant la caméra quelques jeunes qui expliquent « j'avais des pensées illégales et je suis ici pour corriger mes pensées illégales ». C'est un discours systématique qu'on entend depuis bientôt 6 mois, à chaque visite de camp par des officiels, que ce soit des diplomates ou des journalistes autorisés à rentrer dans ces camps modèles, on va les appeler comme ça. Donc ce sont des gens qui ne parlent pas chinois, ils ont besoin d'apprendre le chinois pour pouvoir mieux comprendre la loi, donc ils étudient aussi la loi parce qu'ils sont dans l'illégalité par la pensée. Et on leur apprend aussi à se former, à obtenir des métiers qui consistent essentiellement à de l'esthétique, comme vous voyez sur cette photo ici, des travaux dans des usines, mais certainement pas à former des médecins ou des avocats. Ça, c'est pas le but de ces centres-là. Donc c'est des métiers manuels. On sait qu'il y a du travail forcé dans ces centres, travail forcé dans le sens où les personnes ne sont pas rémunérées et les productions qui sont émises sont placées sur le marché. Donc il faut aussi le savoir. Donc voici ce qu'on nous présente et moi ce que je voudrais vous montrer, c'est 3 témoignages. Des témoignages de personnes qui sont allées dans les camps
et qui en reviennent et qui ont le courage de venir témoigner de ce qui s'est passé. Pourquoi ils en sont sortis? La plupart du temps parce qu'ils sont de nationalité kazakh. Il y a beaucoup de Ouïghours qui sont de nationalité kazakh et qui naviguent entre la région ouïghour et le Kazakhstan. Et donc ils ont souvent été arrêtés pendant qu'ils étaient dans la région ouïghour et ils ont ensuite été libérés suite à des pressions assez fortes, mais qui sont des pressions qui remontent déjà un tout petit peu. Il y a un autre cas un peu plus particulier qui est celui d'Adoueli Ayoub, qui est un linguiste et poète et qui, lui, est allé en prison et pas dans un camp, mais je trouve que son témoignage est intéressant parce qu'il ressemble très fort à des témoignages qu'on a de gens dans les camps aussi. Donc on voit un peu les traitements de ce qui se passe. Donc je vais vous montrer rapidement des extraits. Donc ce premier témoignage de Michael Gül, ça c'est une jeune femme qui est désormais aux États-Unis et qui a témoigné devant des instances officielles américaines. Je vais vous passer, donc elle est ici sur la gauche pour vous et c'est la traductrice qui parle pour elle. My name is Mihri Gultursun and I am 29 years old. I am a Uyghur. Over the last 3 years, I was taken to China's government detention centers 3 times. I spent a total of 10 months in the camps. Thank you for giving me the opportunity to testify about my personal experience. I ask that my written testimony be submitted for the record. In May 2015, I returned to China from Egypt, where I studied English. I was arrested at the airport and my 2-month-old triplets were taken away. The officers handcuffed me, put a dark sack over my head and took me to a detention center. After 3 months, they told me that I could be with my sick children until their health improved and released me. My oldest son had died in their hands. In April 2017, I was taken to a detention center for the second time. I was interrogated for 4 days and nights without sleep. After being in the camp for 3 months, I kept having seizures and losing consciousness. I was finally released to a mental hospital. From there, my father took me home and I gradually recovered. In January 2018, I was detained for the 3rd time. They put chains on my wrists and ankles, put a black sack over my head and took me to a hospital. I was stripped naked and put on a big computerized machine. Then I was dressed in a blue uniform with yellow vest, worn by serious criminals and taken to a camp. Now I would like to tell you about what I experienced in these camps. I was taken to a cell, which was built underground with no windows. There were cameras on all 4 sides so the officials could see every corner of the room. There were around 60 people in one of the cells where I was held. At night, 15 women would stand up while the rest of us would sleep sideways. And then we would rotate every 2 hours. Some people had not taken a shower in over a year. Before we ate breakfast, which was water with very little rice, we had to sing songs hailing the Communist Party. We had to repeat in Chinese, in quote, "Long live Xi Jinping," and in quote, "Lenience for those who repent and punishment for those who resist." Anyone who could not memorize a book of slogans and rules within 14 days would be denied food or beaten. Sometimes there was no food all day, and when there was food, it was mostly a steamed bun. They forced us to take unknown pills and drink some kind of white liquid. The pill caused us to lose consciousness and reduced our cognition level. The white liquid caused loss of menstruation in some women and extreme bleeding in others, and even death. I also experienced torture in a tiger chair, the second time I was detained. I was taken to a special room and placed in a high chair.
Bands held my arms and the legs in place and tightened when they pressed a button. The guards put a helmet on my shaved head. Each time I was electrocuted, my whole body would shake violently, and I could feel the pain in my veins. I thought I would rather die than go through this torture. I begged them to kill me. They insulted me with humiliating words and pressured me to admit my guilt. They told me my mother and the son had died. My father was serving life in prison, and that my family was torn apart because of me. Bon, ça continue comme ça. Je vous montre un autre témoignage d'une commerçante qui s'est réfugiée en Turquie, donc qui est maintenant en Turquie. La personne précédente avait étudié à la British University of Egypt. Donc, comme elle l'avait dit, elle parlait anglais. C'est quelqu'un de très éduqué par rapport à ce qu'on nous raconte. Ici, donc, c'est une femme d'affaires qui témoigne, elle aussi, de son emprisonnement. Et qui est kazakh. Most who've escaped the camps are too fearful to talk, worried China will target their families. But Gulbahar Jalilova is angry and wants to share her story. Yes, this is Gulbahar. How long were you held for? You counted every single day. Günlerini sanıp, saatlerini sanıp, minutlarını sanıp, bir saat ulan, bir yıldak bilip gitti, bir saat. Gulbahar says she and other inmates faced constant humiliation. Beş günler olmuş bunlar. Kim gece kırarımız değişip, beşimiz manaklıp üç gittim, turup otağızıp üç gittim. At night, the cells brought more misery. Şu bir kamırın içinde 30-35 adam yatımız. 15 adam başta her bir okşaş bir katarda yatımız mandak bakınımızga. 15 adam, 10 adam ya 12 adam biz bende turumuz. Her bir 2 saatte almışıp turumuz gitse. Toğlusu ben ayakta yürügüm sıkılgandı ki ben yer yatay soğuk basmadım. Aş beton üstüde ben yattım. Gulbahar says the police had no reason to arrest her. Et je vous montre le dernier témoignage donc d'un chercheur en linguistique qui est en fait le centre de ce reportage par Al Jazeera, donc très brièvement, qui parle de sa détention. And they slapped my batik. They abused me. More than 30 Chinese guys. And you say they abused you, how? That any man cannot accept that. You're saying they raped you? Yeah. So I cannot forget that I didn't tell anybody until now. I hadn't tell anybody because I feel shame. In the morning, 3 police asked me, one day, if you guys in power, what you will do to us? I said, look, I'm a human being. I'm not an animal like you. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a passé longtemps aux États-Unis pour ses études au Kansas et qui est revenu de son expérience américaine en ouvrant des écoles de langue ouïghour. Et il a été arrêté pour terrorisme parce qu'il promouvait l'enseignement de la langue ouïghour. On a aussi eu la chance de recevoir il y a quelques semaines un autre rescapé qui a passé 8 mois en 2017 dans un camp, qui est aussi kazakh. Et je ne vais pas revenir sur son témoignage, il ressemble tellement fort à ce qu'on entend. Et il est déjà venu ici à l'ULB. Donc ce sont généralement des hommes et des femmes d'affaires, des gens très éduqués qui ont fait l'université et qui sont des entrepreneurs à succès ou des académiques.
On a aussi constaté la disparition inquiétante de plusieurs artistes qui sont des emblèmes importants de la culture ouïghour. Sanubal Tursun était venue en 2015 à Beaux-Arts, ici en Belgique. Elle devait se rendre en France dans 3 opéras différents dans le nord de la France en février. Son concert a été annulé sans explication et on est sans nouvelles d'elle depuis plusieurs mois déjà. On soupçonne qu'elle a été arrêtée avec, dans le cadre d'une vague d'arrestations de chanteurs, performeurs, artistes, intellectuels, éditeurs, poètes, écrivains, etc. Un autre personnage qui a fait beaucoup de bruit puisque ça a obligé la Turquie à se positionner, c'est Abdurrahim Ayat qui est un chanteur, un musicien aussi très apprécié et connu par une partie de la population turque, dont on a pu voir une vidéo. La Chine a montré une vidéo pour prouver qu'il était vivant suite à des rumeurs de sa mort. Et depuis, tous les Ouïghours demandent des vidéos de leurs proches disparus. C'est devenu un mouvement. Adil Medjed, qui est un comédien aussi extrêmement connu, qui performe sur scène depuis des dizaines d'années et dont on est sans nouvelles, pour la plupart, en fait, depuis octobre-novembre 2018. Des académiques qui ont des attaches internationales très importantes. Ici, on voit Itip Tashpolat, qui est un géographe qui a reçu un doctorat honoris causa à la Sorbonne et qui a non seulement disparu, mais a été surtout condamné à mort pour ce qu'on appelle double face en Chine, c'est-à-dire qu'il aurait utilisé le système administratif en place dans la région pour promouvoir la culture ouïghour plutôt que l'intégration à la nation chinoise. Donc il était président de l'université du Xinjiang, ce qui est quand même pas rien. C'est la plus grande université de la région ouïghour. Et il a été condamné à mort pour les charges que je viens d'énoncer. Rahileh Dawood, c'est une anthropologue extrêmement connue qui travaille beaucoup avec des collègues partout dans le monde, surtout en Grande-Bretagne et en France et aux États-Unis. Elle travaille sur le folklore ouïghour et on est sans nouvelles d'elle. Des rumeurs disent qu'elle aurait été condamnée à au moins 15 ans de prison, mais on n'a pas de charge officielle. Et un autre chercheur, linguiste également de renommée internationale, qui s'appelle Abdurrahim Rahman, et qui lui aussi ne donne plus de nouvelles et on ne sait plus où il est depuis déjà quelques mois. Ce sont des exemples parmi des centaines d'autres. Donc nos collègues, des présidents d'université, des administrateurs haut placés, des membres du Parti communiste, des chercheurs qui disparaissent au fur et à mesure dans la nature. Ici, vous avez également des artistes, comme je le disais, des écrivains, des chanteurs, des poètes, etc., etc. Avant de terminer, je voudrais aussi signifier que s'il faut donner une voix aux Ouïghours, il faut la donner à tous les Ouïghours et également à ceux de la diaspora. Et il n'y a pas que les Ouïghours dans les camps, il y a les Ouïghours qui vivent hors des camps, qui subissent aussi une pression quotidienne, qui sont obligés de recevoir dans leur famille des officiels Han qui viennent vivre avec eux, dormir dans leur lit et manger à leur table. Il y a ceux qui n'ont plus de nouvelles de leur famille. Et puis il y a la diaspora qui eux aussi ont dû rompre tout lien pour la plupart et qui, vous voyez ici, demandent à des nouvelles de leur père, de leur mère, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, etc. Dans certaines familles de Ouïghours qui habitent en Belgique, en France, en Allemagne, etc., il y a des dizaines de membres de famille dont on ne sait pas où ils sont et dont on sait simplement qu'ils sont à l'école pour étudier. Donc, ou voir, on ne sait pas du tout si ils sont dans des camps ou ailleurs et on ne sait pas non plus s'ils sont vivants. Donc il faut aussi observer. La Libre a publié un article, également de Morgan a publié un article sur les Ouïghours de Belgique qui vivent aujourd'hui des persécutions aussi au quotidien parce qu'ils sont harcelés par la sécurité intérieure chinoise à travers des messages qui leur sont envoyés sur WeChat ou sur WhatsApp ou par d'autres moyens. Ils sont régulièrement contactés, menacés, leur famille est menacée lorsqu'ils s'expriment et lorsqu'ils participent à des événements comme ceux-là. Donc il faut saluer le courage de ceux qui sont là. J'aimerais terminer en hommage à ces artistes, ces poètes, ces écrivains, et aussi en hommage à tout le peuple ouïghour,
J'aimerais terminer sur deux poèmes. L'un qui est très court, qui est de Chimengul Awut, et qui est très pertinent aujourd'hui parce que c'est le dernier poème qu'elle a écrit avant d'être enfermée dans un camp il y a quelques mois. L'autre poème est beaucoup plus connu chez les Ouïghours. Il est aussi beaucoup plus ancien. Il a été écrit dans les années 50. En français, on peut le traduire par trace, en ouïghour is. Et c'est un poème qui est connu de tous les Ouïghours et qui a été traduit par une chercheuse ouïghour en France qui s'appelle Dilnour Rehan. Donc ce que je propose, c'est ce poème soit lu d'abord en ouïghour et je lirai ensuite la traduction française. Je voudrais aussi préciser la raison pour laquelle j'ai fait ce choix, c'est que le président de l'université de Harvard a récité des passages d'un poème lors de sa visite en Chine récemment, et c'est de ce poème-là. C'est aussi ce poème qu'a choisi le Premier ministre indien quand il a visité le Kazakhstan et notamment la communauté ouïghour du Kazakhstan. Donc c'est un poème qui a une portée symbolique extrêmement forte. Donc je vais d'abord le laisser lire en ouïghour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nektar et je suis ouïghour qui vient de Turquie orientale. J'habite en Belgique pendant 8 ans et je suis pas allé à mon pays d'origine depuis 8 ans parce que je l'étais là-bas. Mais je suis responsable des affaires externes de l'association belge des Ouïghours en Belgique. Maintenant, je voudrais vous lire un poème ouïghour. Yaş idik müşkül seferge atlanıp mangandı biz. Emdi atqa mingidek bulup kaldı ana nevrimiz. Az idik müşkül seferge atlanıp çıkkandı biz. Emdi çoğun karavan ataldık kaldırıp çöllerde iz. Kaldı iz çöller ara gayi davallarda yana. Kaldı nini arışlarlar deş çölde kavrisiz. Kavrisiz kaldı demen yulgun kızargan dalıda. Gül çiçekke pürkünür tağna baharda kavrimiz. Kaldı iz kaldı menzil kaldı Irak'ta hemmisi. Çıksı boran köç kumlar hem kümülmez izimiz. Toxtamaz karvan yolida gerçi atlar bek uruq. Tapqısı hiç bolmasa bu izni bizning nevrimiz ya çevrimiz. Merci beaucoup. Et je vous remercie à tout le monde pour organiser cet événement pour les Ouïghours. Merci beaucoup. Je vais vous lire la version française, donc traduite par ma collègue à Paris. Nous étions jeunes lorsque nous avons débuté ce pénible voyage. À présent, nos petits-enfants ont tant grandi qu'ils montent à cheval. Nous étions peu lorsque nous avons débuté ce long voyage. Depuis, nous sommes devenus la grande caravane en laissant nos traces dans les déserts. Nos traces se sont égrenées à travers ces déserts et parfois aussi dans les montagnes. Beaucoup d'hommes vaillants sont restés là, sans la moindre sépulture. Ne dites pas qu'ils sont laissés sans tombe. Dans cette nature où fleurissent les tamaris, les fleurs les recouvreront lorsque le printemps éclatant arrivera. La caravane poursuivra son chemin, même si nos chevaux sont décharnés. Qu'importe, cette trace sera décelée un jour par nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Et le deuxième poème, qui est très court, c'est le poème que Chimengul Awut a rédigé pour son fils. Tu peux le lire? Le Khozam. Qozam, yığlama. Sen üçün yığlar dünya. Donc elle dit à son fils, mon agneau d'amour, ne pleure pas. Le monde pleurera pour toi. Voilà. Et je finis là-dessus, sur ces notes poétiques.
Merci beaucoup. On prend un temps pour les questions ou tu veux faire des... Merci beaucoup. C'est assez difficile de reprendre la modération de la séance après ces poèmes et ces témoignages. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un petit temps de pause, de méditation, de réflexion. Sinon, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions à nos deux intervenants ou peut-être aussi à Rosanne, je ne sais pas, enfin, qui s'appelle Rosanne. Pardon. Voilà. Si vous avez des questions ou peut-être que la digestion du poème « Le monde pleurera pour toi » nécessite un petit peu de temps. C'est vraiment, voilà, je pense. Je vois Françoise qui voudrait poser une question. Oui, d'abord je voudrais vous remercier pour cette très belle initiative. Moi j'ai une question concernant les enfants. J'ai été très touchée par le premier témoignage de cette femme qui disait que ses enfants lui ont été retirés et qu'un d'eux était mort. Donc je voudrais savoir s'il y a des situations comme ce qui s'est passé par exemple en Argentine où les enfants sont de manière définitive arrachés à leurs parents, éventuellement donnés en adoption ou éduqués dans des institutions pour en faire de bons petits sujets. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a des orphelinats parce que ces enfants dont les parents sont dans des camps, décédés ou emprisonnés ou disparus, il faut bien que quelqu'un s'en charge. On sait par des témoignages que généralement, dans certaines situations, mais elles sont difficiles à déterminer, les autorités refusent de laisser ces enfants dans les familles et imposent de les placer dans des orphelinats. On a des preuves, on a des photos, on a des vidéos, parce qu'encore une fois, il y a des formes de résistance, et des formes de résistance, ça peut être prendre des photos et des vidéos de l'intérieur et arriver à les faire sortir. Donc on a des vidéos d'enfants assez jeunes, sans doute de moins de 5 ans ou moins de 6 ans, en âge d'être en maternelle, qui sont réunis tous autour d'une table, habillés de la même façon, à manger du pain sec, à boire de l'eau. On a l'impression qu'ils sont dans des camps eux aussi, c'est vrai. Donc c'est une inquiétude, ça fait partie des arguments qui portent à penser qu'on est dans une pratique génocidaire. La séparation des enfants d'avec leurs parents. Pardon. Oui, je vous prends juste après. J'ai une petite question, j'ai été assez intéressé justement dans les témoignages. Cette femme qui a été donc libérée, réarrêtée, relibérée, réarrêtée. Qu'est-ce qu'on sait de l'étendue de ce petit jeu de chat et de la souris qui consiste effectivement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont disparu, qu'on n'a plus revus, mais on a pas mal de témoignages justement sur des gens qui sont sur lesquels une pression subtile est exercée par justement ces jeux de. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur par exemple de cette voilà, c'est une des questions que je vais me poser. Une autre remarque aussi, peut-être un truc un peu plus... vous avez dit Thierry que on n'a eu aucun problème à recruter 1 million comme ça de missionnaires pour se livrer en quelque sorte à ces dragonnades New Look. Hein. Mais je me demande si c'est pas côté espoir, si ces troupes-là vont être vraiment aussi enthousiastes et si on va pas avoir des retours, des informations qui vont sortir de ces gens-là peut-être aussi. J'ai du mal à croire que maintenant dans la Chine des années 2019, on puisse... une mobilisation aussi unanime qu'à l'époque de la révolution culturelle. Mais bon, les temps reviennent vers l'arrière, pas pour le mieux. C'était mes 2 questions, pardon. Alors pour votre deuxième question, on a un anthropologue, si ma mémoire est bonne, d'origine américaine, qui a fait des interviews avec certains de ces personnes, donc Monsieur Tout le Monde, qui a été envoyé donc dans les familles. Ils étaient très contents d'avoir fait ça. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de très positif, d'avoir contribué à quelque part éduquer cette population ouïghour qui n'est pas à niveau en fait. Donc ils ont intégré toute une partie du discours, ils ont intégré toute une partie, je dirais, des stéréotypes qui s'attachent, ou qui ont été attachés à la population ouïghour par le discours officiel. Et donc, pour l'instant, j'ai pas entendu beaucoup de voix chez les Han qui vraiment se positionnaient. Il y a quelques intellectuels, si ma mémoire est bonne, qui ont dit des choses, mais voilà. Les Han dans les camps, ce dont témoignait Omer Bekali. Oui, tout à fait. C'est que 10% de la population du camp dans lequel lui se trouvait en 2017 n'était pas ouïghour. Kazakh, Kirghiz, Han, beaucoup de chrétiens. Oui.
Ou des voix qui s'étaient élevées chez les rats. Oui, tout à fait. Donc il y a un climat aussi de terreur qui explique tout ça. Pour les témoignages... Arrestation, réarrestation. Ah oui. Ça, je sais pas du tout. Ça, j'ai vraiment aucune idée. Non, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a, semble-t-il, il y a une espèce de hiérarchie de camps en fait. Il y a des camps qui sont plus ou moins ouverts où vous allez en journée, vous rentrez le soir. Il y a un niveau déjà un peu plus et il y a un niveau dont on ne sort pas. Donc voilà, il y a une espèce de hiérarchisation. Mais on a finalement peu d'informations sur ce qui s'y passe réellement en interne, par niveau en fait. Ce qu'on sait aussi à l'intérieur des camps, c'est qu'il y a 3 classes ABC, en tout cas dans certains camps, que ceux qui sont dans la classe A peuvent se retrouver dehors s'ils ont une conduite correcte, que ceux qui sont en B et C ont très peu de chances d'en sortir et que leur quotidien est torture. Et alors on a aussi une inquiétude supplémentaire, c'est ces transferts, où on a quand même des informations sur des transferts donc, de personnes dont on sait qu'ils étaient dans des camps en Xinjiang et qui maintenant sont partis ailleurs. Où on sait pas. Et c'est toute la difficulté de ce sujet, puisqu'on a tellement peu d'informations, elles sont tellement éparses. On peut les croiser quand on en a assez, mais c'est difficile. Il y avait une question là, et après je voulais savoir combien de Ouïghours y a-t-il en Belgique? Et je dépasse un petit peu le cadre de cette question. Y a-t-il moyen pour les Ouïghours de s'expatrier, de quitter, je dirais, la Chine? Et les gens qui sont établis à l'étranger sont établis déjà, les Ouïghours établis, je dirais, en France, dans le monde, sont établis depuis de longue date ou c'est récent? Bon. Bah ça c'est mon travail en ce moment, la communauté. Donc il y a à peu près 150 Ouïghours qui viennent de la région ouïghour. Il y a en Belgique. Et il y a plus de 1000 Ouïghours qui viennent du Kazakhstan. Ceux qui viennent du Kazakhstan sont arrivés beaucoup plus tôt, dans les années 90. Voilà. Souvent ils ne parlent pas toujours ouïghour, ils parlent russe. Et ils ont un vécu tout à fait différent, même s'ils sont de culture ouïghour. En Belgique, dans le cas de la Belgique, les vagues de migration sont récentes, elles ont moins de 10 ans. Elles suivent 2019, les incidents de 2009. Elles suivent les incidents de 2009. Donc Egbert, typiquement, elle a depuis 8 ans, et c'est le cas de beaucoup de Ouïghours en fait, de Belgique, c'est depuis moins de 10 ans, moins de 9 ans. Voilà. C'est une petite communauté pour la Belgique. En France, on a plus de 1000 Ouïghours qui viennent de la Chine et c'est une communauté très récente qui est venue en partie pour s'exiler, mais sans avoir l'idée de jamais rentrer. Ils avaient toujours en tête de pouvoir faire des voyages aller-retour et voire de rentrer une fois leurs études terminées, puisque ce n'est pas tellement le cas en Belgique, mais ailleurs, en Allemagne, en France, dans les pays scandinaves, souvent le voyage avait pour but d'obtenir un diplôme et de rentrer, ce qui est plus possible aujourd'hui. Donc il y a une grande partie de la diaspora actuelle qui est exilée de force, par les circonstances, parce qu'un retour en Chine, c'est les camps directement. Maintenant, est-ce que les gens peuvent sortir? Est-ce que les Ouïghours, dans la région ouïghour, peuvent sortir? Non. À part si vous êtes un grand officiel qui va à l'ONU et qui chante la propagande chinoise, il n'y a plus de passeport. Et ce n'est pas que les Ouïghours. Il y a aussi plein de Han qui ne peuvent plus avoir de passeport, ou des Kazakhs, ou des Roués, etc. Donc, ils n'ont pas de passeport. Donc, il faudrait sortir illégalement. Sortir où? Dans des pays environnants qui les renvoient immédiatement. Et un retour en Chine par déportation, ça aussi, c'est les camps directement. C'est des risques énormes. Il y a une centaine de Ouïghours qui ont quitté la Chine il y a 2 ans, qui sont passés par la Thaïlande, et la Thaïlande les a gentiment redéportés vers la Chine. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? On ne sait pas. Donc c'est impossible. C'est une prison à ciel ouvert, la région d'aujourd'hui. Est-ce que l'attentat de la gare de Kunming n'avait pas été lié justement à des gens qui auraient été des Ouïghours renvoyés ou... Oui, c'est ce qu'on a dit, mais c'est toujours très obscur en fait. Il n'y a pas de transparence, donc... 2013 ou 2014 Kunming, je ne sais plus, pas plus tôt que ça. Mais là aussi, ça reste aussi pas clair, parce que il y a eu
des personnes qui ont été jugées, certains avaient des noms ouïghours, alors vraiment toutes les informations, qui c'était, pourquoi, quelle organisation, etc., tout ça est dans un vague On ne sait pas. Complet en fait. Mais par contre bien instrumentalisé pour montrer qu'ils étaient terroristes, etc. C'était le premier incident en dehors vraiment du cimetière. Oui. Il y a une question. On sait qu'il y a beaucoup de minorités ethniques en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine solidarité entre ces minorités avec le Ouïghour? Et ajout à la question, est-ce qu'elle peut s'exprimer ici en Belgique entre Tibétains et Ouïghours? Pour moi, il y a une forme de solidarité. Il y a beaucoup de Ouïghours qui gardent contact avec leur famille grâce à des amis Roué, surtout. Les Roué, c'est une autre minorité musulmane qui arrive à garder contact en fait avec ces amis-là, qui les mettent indirectement en contact avec leur famille. Donc j'y crois. Je pense que ça existe, mais que c'est très limité. Oui, parce qu'entre groupes ethniques en Chine, en tout cas, pour ce qu'on savait avant la période actuelle, il y avait par exemple assez peu de solidarité entre Roué, donc musulmans chinois, et Kazakhs, ou Roué et Ouïghours par exemple. Je crois qu'il y a eu une fois une manifestation commune en 1988 ou 1989, parce qu'il y avait un livre qui avait été publié qui critiquait les coutumes musulmanes, etc. Et là, on avait eu tout à coup une espèce de solidarité intra-musulmane, mais en dehors de ça, les choses sont quand même relativement séparées. Les Roués sont souvent vus quand même par les autres minorités ethniques comme pratiquement des Han en fait. Ils sont tellement proches finalement des Han, puisque ce sont des Han islamisés, qu'ils les mettent dans la catégorie des Han. Et c'était une minorité privilégiée. C'était les gens qu'on mettait en avant quand il y avait des délégations étrangères à l'intérieur de l'association islamique de Chine. Pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, c'était plus facile si vous étiez un Roué que si vous étiez n'importe quoi d'autre, musulman, etc. Mais aujourd'hui, avec cette politique de dénonciation comment dirais-je, du terrorisme ouïghour, mais au-delà du terrorisme ouïghour, de l'islam même en général aujourd'hui en Chine, il y a des conséquences même pour les Roués qui se sentent de moins en moins en sécurité en fait en Chine. Ça pourrait être un volet important justement. Et c'est aussi difficile que pour les Han, ceci dit. Avec les Tibétains, dans la diaspora, ça commence. On a déjà vu plusieurs manifestations communes entre les Ouïghours et les Tibétains, les Mongols aussi. Oui. Donc c'est en formation. Est-ce qu'il y a au sein de la diaspora ouïghour ici une méfiance, une atomisation, la peur de chacun pour chacun, de la peur de la dénonciation, ou est-ce qu'il y a quand même s'il y a une possibilité de solidarité comme tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas aussi atomisé que par exemple la diaspora tchétchène où chaque Tchétchène a peur de chaque autre Tchétchène? La diaspora est là, je peux témoigner. Mon analyse de ce que j'ai observé, si c'est une diaspora très divisée, qui essaye de se solidariser, mais c'est compliqué. Tout a été fait déjà là-bas pour désolidariser les gens. Alors quand on se retrouve à l'étranger, les différences s'amplifient et ça devient compliqué. En plus, on rentre dans des questions politiques où il faut décider, en quelque sorte, si on est pour l'indépendance, contre l'indépendance, pour l'autonomie, etc. Donc, il n'y a pas de consensus. Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise comme mot? Il n'y a vraiment pas de consensus. Et alors, il y a aussi quelque chose qu'on a beaucoup oublié, mais il ne faut pas oublier que l'histoire du Xinjiang, le Turkestan oriental, si on veut, c'était des villes oasis, historiquement. Et chaque oasis a une identité. Donc si vous êtes de Kashgar, c'est pas la même chose que d'être de Turfan, c'est pas la même chose que d'être de Kutcha, etc. Donc il y a quand même cette idée-là à la base. Alors il y a eu un mouvement de développement d'un sentiment plus national, ou en tout cas d'une certaine identité pan-ouïghour, si vous voulez. Mais moi, je me souviens d'études réalisées dans les années 80, par exemple, sur les Ouïghours, donc du Xinjiang, où on parlait encore beaucoup d'une identification par oasis. On parlait d'ailleurs des identités d'oasis. Quand vous demandiez à quelqu'un, mais toi, tu es qui? On ne répondait pas Ouïghour, on disait je suis Kashgarlik, ou je suis Khotanlik, ou je suis donc. Et après, les choses. Probablement que la pression, plus la pression s'est accentuée du côté des autorités, plus la solidarité s'est développée, probablement. Mais il y a ça aussi qui divise
les identités. Et n'oublions pas aussi que même l'identité ouïghour, le terme même de ouïghour est un terme assez récent en fait. Quand vous regardez les témoignages des explorateurs ou des voyageurs occidentaux dans ces régions au XIXe siècle, personne ne dit j'ai rencontré des Ouïghours, j'ai rencontré des Turkis par exemple, ou j'ai rencontré des Taranchi, ou j'ai rencontré plein d'autres choses. Mais le terme même de Ouïghour, il est recréé, si vous voulez, dans les années 20 par les soviétiques. Donc il y a toute une construction nationale aussi en cours, etc. Il y a des identifiants, il y a donc c'est une nation en construction en fait. Françoise, question. Mais ce que tu dis à propos de cette culture d'oasis, c'est intéressant parce qu'on a un peu la même chose au Tibet, où jusqu'à récemment, il n'y avait pas une identité tibétaine, il y avait les nomades, les gens des villes, etc. Et ça se situait aussi beaucoup par référence à des affiliations religieuses. Et c'est finalement la répression chinoise et aussi la figure du Dalai Lama qui a créé cette identité tibétaine, oui. Oui. Dalai Lama. Il y a d'autres questions? Oui. En ce moment, est-ce que le gouvernement commence à faire quelque chose pour aider quelques Kazakhs? Oui, quels sont des programmes ou des activités que le gouvernement turc commence à lancer pour aider les Ouïghours. Ma compréhension, c'est que la situation turque est déjà aussi très complexe. Il y a certains Ouïghours qui cherchent à quitter la Turquie parce qu'ils sont menacés, y compris en Turquie, par des groupes religieux avec lesquels ils sont en désaccord. Donc il y a des intellectuels, comme celui que vous avez vu, Abdouweli, est en danger en Turquie. Menacés de mort par des groupes turcs. Donc c'est une situation sur place qui est extrêmement complexe. Beaucoup d'entre eux vivent dans des camps de réfugiés turcs. D'après ce que j'entends de ceux qui ont quitté les camps de réfugiés turcs pour les camps de réfugiés belges, c'est pas du tout le même confort. Donc il y a quand même une situation de crise avec beaucoup de réfugiés qui n'ont pas de papiers, ou quand ils ont le statut de réfugié qui ne peuvent pas travailler légalement, donc ils n'ont pas de source de revenus et qui vivent dans des conditions misérables. Il y a une solidarité internationale, surtout dans la communauté diasporique ouïghour, qui s'est créée sous forme de dons pour aider ces familles et pour les aider à partir aussi. Donc ça, c'est la situation générale. Après, pour la question du gouvernement, peut-être que Thierry a des réponses. Alors, il faut savoir qu'entre le moment où Erdogan s'est exprimé en 2009, la première fois, avec le de Rothschild, et puis cette déclaration récente, la Chine a beaucoup travaillé à un rapprochement avec la Turquie. Donc on a fait des investissements, on a produit toute une série de trucs. Et donc en fait, le gouvernement turc avait considérablement diminué son soutien officiel à la cause ouïghour, parce qu'il y avait des bénéfices sonnants et trébuchants qui venaient de Pékin. Alors ce qui se passe, c'est pour ça qu'Erdogan a changé de discours, c'est qu'en fait la cause ouïghour, elle est surtout populaire dans la population. Et alors ce qu'on a remarqué, c'est qu'apparemment il y a pas mal de gens en Anatolie qui ont pris un peu fait et cause pour les Ouïghours en disant mais que fait cette Chine aux Ouïghours, etc. Le problème pour Erdogan, c'est que ces gens, c'est aussi les électeurs de l'AKP. Et que donc la prise de position actuelle de Erdogan relèverait en partie, en tout cas, de questions internes, c'est-à-dire ne pas perdre un petit peu le soutien d'une partie de son électorat. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur sur lequel, j'ai pas vu d'article, mais que moi je pense qu'il est aussi important, comme M. Erdogan a la vision quand même de lui-même en tant que leader à l'intérieur du monde musulman, à partir du moment où l'Arabie Saoudite prend une position qui va dans le sens de Pékin et laisse tomber quelque part les Ouïghours, vous vous positionnez, vous, en défenseur de la cause ouïghour, donc quelque part de la cause musulmane, vous prenez le leadership. Donc je pense qu'il y a aussi une question de leadership international, d'image internationale, donc à l'intérieur, si vous voulez, du monde musulman, montrer que la Turquie, quelque part, est un leader. Parce qu'on a oublié beaucoup, mais la Turquie a été à l'intérieur du monde musulman un des grands leaders. Souvenez-vous, il y avait le calife, il était à Istanbul. Donc dans la vision de M.
Erdogan, se positionner en montrant que nous, on prend position pour défendre la cause quelque part de l'islam, parce qu'aujourd'hui, l'islam est attaqué aussi en Chine. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les Ouïghours, il y a aussi la question de l'islam en général. C'est une façon de se positionner à l'international et il commence à le payer, entre guillemets, du côté chinois, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des représailles, en fait, de la part de Pékin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clore. Encore une fois, c'était un événement. On n'est pas les premiers. Les premiers, c'est l'Australie. Oui. Mais on est, je pense, les deuxièmes parce qu'à Toulouse et à Londres, c'est un peu plus tard dans l'après-midi. Si ça vous intéresse, à partir de 18h ici, ou 18h ici, oui, midi plus 6, donc 18h. Oui. Ça continue en ligne sur Facebook avec des témoignages et des interventions comme celle-ci qui sont basées aux États-Unis et qui sont filmées et qui sont live streamed, je ne sais pas comment on dit. En direct. Accessible en direct, voilà, donc comme ça vous savez si vous tapez Mainstreaming Stories, Solidarity with the Uyghurs, vous allez trouver il n'y aura pas de relais hors Facebook? Pas de relais hors Facebook? Apparemment non. Voilà. Mais normalement c'est accessible même si on n'a pas de compte Facebook, dès lors qu'on arrive à trouver la bonne page. Voilà. Mais en tout cas, nous, ce sera en ligne certainement dans quelques temps. Voilà. Merci beaucoup encore de votre présence. Merci.